mondiale, Emmanuel Macron a fait de la politique avec un grand P, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé aux affaires du monde et de façon assez inquiétante, voire alarmiste. Écoutez l'extrait du discours qu'il a prononcé hier, c'était au Forum de la Paix. Nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. Alors, est-ce que cette comparaison est opportune? Est-ce qu'effectivement on sert la cause de la paix en dénonçant les nationalismes? Eh bien, avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter ce point de vue intéressant, c'est celui de Luc Ferry, le philosophe et l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il était ce matin sur la matinale de Radio Classique Le Figaro, et en réfléchissant au nationalisme, il y a cette intervention qui commence par une analyse politique et qui se termine par une grosse claque à Emmanuel Macron. Regarde. Il y a le nationalisme français qui est un universalisme. Et donc, quand un Henri Guénaud à droite ou un Jean-Pierre Chevènement à gauche ou quand un Régis Debray ou un Alain Finkielkraut défendent aujourd'hui les frontières ou l'idée de nation, c'est pas dans l'optique de la haine de l'autre, ce sont des universalismes. Réduire le nationalisme à la haine de l'autre est une absurdité qu'on peut pardonner dans la bouche d'un Romain Gary parce que c'est dans un contexte où il a fait une guerre effroyable contre le nationalisme nazi. C'est ça qu'il vise. Mais le redire aujourd'hui, c'est tout simplement une bêtise. Maurice Safran, est-ce que c'est une bêtise C'est absolument pas une bêtise. Vous disiez faire progresser la paix pendant ce week-end. Évidemment que non. Mais il a posé les bonnes questions. On a légitimement, le droit de les poser, et de penser qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de régimes, en Europe et ailleurs, il y a effectivement un retour des passions tristes, un retour du nationalisme et non pas du patriotisme. Moi, en tout cas, dans mon éducation, on m'a expliqué, y compris dans les écoles de la République, que le patriotisme et le nationalisme, ça n'avait rien à voir. Il y a un retour du racisme, il y a un retour de l'antisémitisme. Ce sont des vraies questions, et je ne vois pas au nom de quoi le président de la République, s'il le pense, et je suis absolument certain qu'il est totalement sincère, je ne vois pas au nom de quoi il n'aurait pas le droit, de poser ces questions, et de le dire. On a le droit de ne pas critiquer, voilà. Totalement. Mais il a tout à fait, et c'est son rôle, de dire ce qu'il a dit hier, complètement. Voilà. Elisabeth Lévy, est-ce que vous partagez ce diagnostic présidentiel? Et du président, non. Qui est un petit peu le même, en l'occurrence, il pense. Voilà, oui. D'abord, je voudrais dire avant, mais ça a un rapport avec mon propos, que moi, j'ai été très touchée par la ferveur des gens. Je veux dire, dans cette commémoration, dans l'idée qu'on célébrait, d'abord, on ne l'a pas beaucoup dit quand même, une victoire de la France, et si vous voulez, je pense qu'on peut en dire beaucoup de choses, mais renvoyer tout le monde dos à dos en permanence et faire comme s'il n'y avait jamais eu d'affrontement armé à la fin, me paraît pas, c'est pas en effaçant même le souvenir de la guerre, voilà, mais bon. Là-dessus, il y avait consensus. Mais sur le diagnostic non, parce que je pense que actuel. Macron ne prend pas la mesure de cela, c'est-à-dire que Macron ne prend pas la mesure de la force incroyable de l'amour pour son pays, de ce sentiment que moi j'appelle le sentiment national. Parce que dans ce qu'il appelle le nationalisme, si vous voulez, et oui, parce que moi je crois que dans ce qu'il appelle le nationalisme, je ne vois pas moi aujourd'hui la poursuite, un continuum avec le nationalisme d'entre les deux guerres. Il n'y a pas de parti de la guerre. Qui a parlé d'entre les deux guerres? Non mais Macron, on en parle tout le temps. Le retour des passions tristes. Macron, on parle tout le temps. Je suis trop longue, je suis d'accord. Je vois juste aussi une volonté des peuples, l'expression d'une volonté des peuples de rester des peuples. Je ne vois pas une haine, si vous voulez, des autres pays. Je vois tout simplement que le rêve supranational de Macron, si vous voulez, qui est derrière tous ses propos sur l'Europe, ce rêve se heurte à l'anthropologie et je crains qu'ils n'en prennent pas la mesure. Voilà. Je vois, moi, surtout, j'ai peur que ça aboutisse à une façon de dénoncer les peuples et de mettre dans le même sac toute personne qui aura une critique ou une appréhension sur les flux migratoires sera mise dans le même sac que des fachos, des racistes, des homophobes, etc. Et ça ne va pas. Alors, évidemment, Point de vue étant votre émission, nous vous posons la question sur Twitter. Macron a-t-il, selon vous, fait progresser la paix? C'est-à-dire en pointant ce sujet, ou bien au contraire, est-ce qu'il a exacerbé les tensions? Alors, ça n'est pas un sondage, hein, ce sont les gens qui sont en train de nous regarder et qui s'expriment, mais vous êtes plutôt critique, globalement. Et voici quelques commentaires qui accompagnent ces votes. Sébastien, qui sur Twitter nous dit: Macron n'a pas compris qu'on ne construit pas la paix en désignant des ennemis. En quoi aurait-il fait progresser la paix, nous demande le Bigot sur Twitter. Au contraire,
refus de répondre aux questions liées à l'identité, migrants, islam, banlieue. Alors même si c'est vrai que ce n'était pas tout à fait le thème de la journée d'hier. Et sur le chat du Figaro, Nicole nous dit « Non, Macron ne fait pas progresser la paix, il oppose les gens en permanence ». Effectivement, c'est à cette alternative que nous pensions en choisissant ce titre. Nicolas Bouzou, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron ne dresse pas un peu les pays les uns contre les autres avec ce genre de constat? Non, mais je vais vous dire, moi je suis plutôt d'accord avec l'idée générale d'Emmanuel Macron, pas avec les comparaisons historiques, non, mais avec le nationalisme. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, mais vraiment je le dis avec prudence parce que je ne veux pas choquer un certain nombre de mes amis, y compris qui sont sur le plateau et dont je respecte éminemment la pensée, bien évidemment. Mais je n'aime pas le nationalisme. Je suis né en France. J'en suis très heureux, mais je n'y suis absolument pour rien. J'aurais la même valeur si j'étais né en Allemagne. Et je pense que la grandeur d'un être humain, c'est de s'arracher à ses origines. Et donc, pour des raisons philosophiques, je n'ai jamais aimé le nationalisme. En revanche, considérer que le nationalisme, aujourd'hui, celui d'Orban, celui de Poutine, celui de Trump, nous mène à la guerre, je pense que c'est absolument faux. Je ne me sens absolument pas menacé par ces peuples-là. Quand je lis un discours de Viktor Orban, j'ai des désaccords quasiment sur tout, mais évidemment, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il m'est hostile en tant que Français, que la Hongrie va déclarer la guerre à la France. Ça me pose des problèmes qui sont beaucoup plus concrets et qui sont beaucoup plus intéressants, sur la structure de l'Union européenne, par exemple. Et là, on a un débat qui est très intéressant et qu'il faut poser. Vous voyez, donc je réponds vraiment avec prudence, mais je comprends ce que veut dire Emmanuel Macron. On a aussi le droit, je sais que l'idée de nation redevient très à la mode, je comprends parfaitement ça, mais comprenez bien qu'avec un raisonnement philosophique que je pense assez solide, on a le droit de ne pas aimer le nationalisme. C'est pas juste une phrase, c'est pas une idée qui redevient à la mode. Je pense que c'est une force motrice dont on a même perdu le sens de l'existence tellement elle est importante. Ce que je veux dire, c'est que politiquement, les gouvernements qui ont le vent en poupe sont des gouvernements qui sont plutôt favorables à cette idée. C'est ce que je voulais dire. Je crois que ça existe, si vous voulez. C'est ça que je. Non, mais personne n'a jamais dit, et je suis d'accord avec Nicolas, personne n'a jamais pensé qu'il faudrait être fou, que Orban met en danger la France ou les pays alentours, que Savini... Ça semble être le cas dans la pensée d'Emmanuel Macron. Je suis sûr qu'il ne pense pas lui-même, effectivement. Mais je parle de ce qu'on se dit autour de cette table. Par contre, on peut penser profondément que pour le peuple hongrois, même s'il a été élu de façon parfaitement démocratique, je ne supporte plus cette idée de parce qu'un responsable politique, quel qu'il soit, a été élu par son peuple, bien sûr qu'il a été élu par son peuple. Orban n'a pas fait de putsch et les fascistes en Italie n'ont fait aucun putsch non plus, ils ont été élus parfaitement démocratiquement. Qu'est-ce que ça change ? On a le droit de dire que dans notre conception des sociétés démocratiques, que dans notre conception des sociétés occidentales, dans notre conception des sociétés européennes, nous sommes opposés à ce type de régime. Mais on peut s'interroger, mais on peut donner des bonnes réponses, aux questions que posent les électeurs. Mais absolument. Voilà, il faut se demander pourquoi les Hongrois votent pour Orban. Pourquoi Orban, qui était de gauche il y a 10 ans, est aujourd'hui ce qu'il est? Moi qui suis un fidèle lecteur du Figaro Vox, contrairement à ce qu'on écrit souvent, à ce que des intervenants du Figaro Vox écrivent souvent, on a le droit de critiquer M. Salvini, on a le droit de critiquer M. Orban, on a le droit de ne pas penser comme eux. C'est autorisé. Et on a le droit on est encore autorisé à penser autrement. Mais bien sûr. Il essaye de jouer le combat en France. Il essaye de jouer le combat contre les populistes, pas seulement contre Orban. Mais c'est un vrai combat en France aussi. En France, si vous voulez. Mais c'est un combat en France. Alexandre Devecchio. Emmanuel Macron a dit une bêtise historique, on y reviendra, mais il n'a pas dit une bêtise politique. Effectivement, il le fait, c'est une stratégie. Il est en campagne pour les européennes. Pas sûr qu'il fasse progresser la paix en déclarant la guerre à ses voisins italiens, hongrois. Il n'a pas déclaré la guerre, mais en l'occurrence, c'est lui qui, pour le coup, qui divise l'Europe et qui insulte quand même les peuples en les traitant de lépreux. Donc ça c'est une chose. Donc je suis pas sûr que diplomatiquement c'est extrêmement fin. Donc il préfère faire campagne pour les européennes que d'être dans la stature
stature du président de la République au-dessus des partis. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il fasse progresser la paix. Après, sur le plan historique, il a dit une bêtise, parce que je suis désolé, ce n'est pas le nationalisme qui a causé la Seconde Guerre mondiale, c'est le totalitarisme. Et si on veut... Mais on parle de la première. Là. Oui, mais il a parlé aussi des années 30, donc il a fait quand même un boogie-boulga incroyable. Aujourd'hui, s'il y a une menace totalitarisme, elle n'est pas du côté d'Orban ou de Salvini. Qui est-ce qui aujourd'hui tue des Juifs parce qu'ils sont Juifs en France? Qui est-ce qui tue des Européens parce qu'ils sont Européens? Il ne me semble pas que ce soit les populistes. Et là-dessus, franchement, il a noyé le poisson en parlant de manipulation des religions. Prudent sur cette question. On a cru que l'antisémitisme d'extrême droite était en recul et en voie de disparition. On se rend compte qu'en Occident, c'est moins vrai qu'on a cru. Donc soyez prudents sur cette question-là. On a surtout cru que c'est pas lui qui cassait la gueule à des Juifs. On n'a pas cru qu'il avait disparu, on a juste cru que cet antisémitisme... J'ai des désaccords de fond sur la nation, mais me semble incroyablement juste et il faut le répéter. C'est-à-dire parce qu'il faut quand même qu'on raisonne de façon saine. Le nationalisme, disons, d'avant-guerre était un nationalisme de conquête. Aujourd'hui, le nationalisme actuel est un nationalisme de défense. Et bien, je ne l'apprécie pas, mais il ne représente bien évidemment pas le même danger. Et Alexandre a raison de rappeler que ceux qui menacent, pour l'essentiel, pardonnez-moi de faire cette généralité, mais nos compatriotes juifs aujourd'hui ne sont pas hongrois. On sait très bien que ce sont les terroristes islamistes radicaux. Voilà. Oui, mais dans le discours d'Emmanuel Macron, les choses oui, non, sont mais pas attends, toujours dites très clairement. Là-dessus, pardon, Emmanuel Macron a parfaitement noyé le poisson. Il a fait une phrase sur la manipulation des religions. Et je ne sais plus qui nous a parlé, d'ailleurs, on était au même débat, Maurice, de Bolsonaro et des évangélistes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de campagne d'attentat évangéliste, où que ce soit dans le monde. Donc, il y a un moment, c'est quand même difficile. Non, pardon, il y a quand même considérer que sa phrase est un progrès, au contraire, dans son évolution sur la question. Oui, d'accord. Il a découvert une étoile et bientôt il verra la lune. C'est super. Mais je voulais vous poser une question. Ce qui est extraordinaire, c'est que à aucun moment, vous dites c'est une opération politique. Attendez. À aucun moment, vous n'émettez l'hypothèse que peut-être comme un nombre d'hommes politiques, il croit ce qu'il dit. Il peut croire ce qu'il dit. Et alors, à aucun moment, c'est une opération politicienne, mais peut-être qu'il croit ce qu'il dit. Peut-être, mais à ce moment-là, il a une vision anachronique. Et je lui rappellerai que dans les années 30, c'est la faiblesse face justement à la montée de certaines idéologies qui nous a conduit à la guerre. Ensuite, ce qui a conduit aussi à la guerre dans les années 30, c'est le capitalisme financier dérégulé. C'est bien pour ça qu'après la guerre, on a fait nos modèles sociaux qu'aujourd'hui, lui et ses amis veulent détricoter. Donc, voilà. Camarade de mélanchonisme. Oui. Et je finis. Ceux qui veulent mettre, j'assume, ceux qui veulent mettre des limites à cette montée d'une certaine idéologie et des limites à une mondialisation qui détruit les modèles sociaux et les modèles culturels, ceux qui veulent mettre des limites à cela sont, à mon avis, aujourd'hui dans le camp de la paix et non pas dans celui de la guerre. Elisabeth, où est le camp de la guerre? Non, mais arrêtons. Où est le camp de la guerre? Franchement, je veux dire, arrêtez, il n'y a pas de camp de la guerre. Simplement, est-ce qu'on peut quand même dire un mot? Il y a derrière, il y a quand même un pacifisme un peu gentillet chez Macron. Voilà, il y a l'idée... Non, mais par exemple, je suis désolé, Maurice, si j'en crois ce que je lis dans cet estimable journal qui est Le Figaro, c'est bien pour faire plaisir à Madame Merkel que nous avons décidé de célébrer... Quel rapport avec le pacifisme? C'est ça que je ne comprends pas. Si on célèbre une victoire militaire, en effaçant tout souvenir militaire, c'est une forme de... pas le cas c'est la réconciliation, peut-être. Non, mais c'est bien la réconciliation, mais on ne construit pas la réconciliation sur la réécriture de l'histoire, je suis désolée. C'est autre chose, mais c'est pas du pacifisme. Non, ça en fait partie. Il n'y a pas eu de pacifisme. Bon, je vais juste... Alors, je le dis très vite. Je pense que, à force de célébrer l'amitié franco-allemande, que je ne conteste pas sur tous les tons, si vous voulez, l'amitié, c'est très bien, mais c'est pas ça qui régit les relations entre les peuples. On n'a plus aucun rapport de force. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'en réalité, j'aimerais qu'on puisse critiquer aussi un certain nombre d'exigences allemandes, sur la gestion de l'euro, voilà. Or, j'ai l'impression, pour l'instant, que, comme Hollande, Macron nous a dit « vous allez voir ce que vous allez voir », et que, au-delà des grands...
des mots, j'ai trouvé ça très bien qu'il y ait tous ces chefs d'État, je ne suis pas sûr qu'il ait repris la main. Justement, Voilà. d'abord on laisse le dernier mot à nos internautes, hein, on est très participatif ici. Babino qui nous dit sur le chat du Figaro, on peut aimer son pays sans être nationaliste. Bien sûr. Et Olympe d'accord, là. qui reprend les propos d'Alexandre de Vécu en disant Macron dénonce des pays dits populistes en traitant les gens de lépreux, il faut arrêter de parler comme ça. Même si, il faut être précis, c'était la lèpre populiste. Voilà, c'était le pas parler populisme des qui était peuples. considéré comme une lèpre. Oui, mais ces dirigeants, vous comprenez bien, ont été élus démocratiquement. Et d'une certaine on a le droit de les compliquer, mais parler d'une lettre, justement. c'est insultant pour des pays qui sont voisins, qui sont des alliés depuis très longtemps. Il y a des dictateurs Donc, c'est celui qui épouvantables divise. qui ont été élus Sauf démocratiquement. que C'est pas, non, pas un enfin, argument. Mais si, c'est Alors, pas un il y argument. en a un qui n'est pas un dictateur, En tout cas, pas dans les c'est Il faut Donald dire Trump. qu'Hitler a été élu Il est démocratiquement. démocratiquement. C'est pas une élection démocratique. Alors, on va Hitler, faire... Mussolini et Staline. donc, Chers amis, nous allons prendre un exemple d'un de ces leaders qui peut-être est considéré dans l'esprit d'Emmanuel Macron comme un populiste, c'est Donald Trump. Donc Donald Trump, à son arrivée, vous